Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce webinaire sur le financement participatif organisé avec Place des investisseurs. Je suis Pauline Stragier, je travaille à l'AMF au sein de la direction des relations avec les épargnants et de leur protection. Et autour de moi ce soir, Andy Céline, Pierre Petit-Colas et Pierre-Louis Crépin qui travaillent à la direction de la gestion d'actifs sur les sujets de financement participatif et Véronique Guisquet-Cordoniani, secrétaire générale de Place des investisseurs. Nous sommes là pour environ 45 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via la fenêtre qui se trouve à droite de votre écran. On essaiera d'y répondre à la fin du webinaire. Et vous recevrez aussi après le webinaire un email qui vous permettra de le voir en replay. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais prendre 2 minutes pour vous présenter ce que fait l'AMF pour les épargnants. Donc, la protection de l'épargne, c'est au cœur des missions de l'AMF. Nos équipes sont là pour vous informer, vous accompagner dans vos décisions d'investissement. L'objectif, c'est de permettre à chacun d'investir en toute connaissance de cause. Cette mission, elle passe par différents canaux d'information qui sont à votre disposition. Il y a notamment l'espace épargnant sur le site de l'AMF, sur lequel vous pouvez trouver beaucoup d'articles, des guides, des simulateurs et d'autres outils pour vous aider. Vous pouvez évidemment suivre les comptes de l'AMF sur Facebook et sur Instagram, où on retrouve aussi beaucoup de contenu pédagogique. Et l'AMF propose aussi un service de prévention des arnaques qui s'appelle AMF Protect Épargne, qui permet de consulter nos listes noires et de répondre à un petit questionnaire pour voir si une offre de placement pourrait être une arnaque ou pas. À l'AMF, on répond aussi à vos questions avec une équipe dédiée qui traite plus de 13 000 demandes chaque année par téléphone ou par formulaire. Et vous pouvez aussi bénéficier d'un service de médiation avec une équipe de juristes qui vous accompagne si vous rencontrez un litige avec un professionnel. C'est une démarche qui est gratuite, qui se fait à l'amiable et en toute confidentialité. Et enfin, comme ce soir, nous organisons régulièrement des événements en ligne pour les épargnants. Pour ne pas les louper, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter qui est bimestrielle. Donc, on envoie tous les deux mois. Vous ne serez pas spammés, c'est promis. Et on va entrer dans le vif du sujet et parler de financement participatif. Je passe la parole à Pierre-Louis. Merci Pauline, bonsoir à tous. Effectivement, on va rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet de ce webinaire et tout d'abord définir ce qu'est le crowdfunding. Donc le mot crowdfunding vient de 2 mots anglais, c'est littéralement le financement par la foule. L'idée est plutôt simple, on a d'un côté un porteur de projet, ça peut être une entreprise, une association ou même un particulier qui présente son idée sur une plateforme en ligne et de l'autre côté des investisseurs particuliers, mais également des personnes morales qui peuvent contribuer financièrement à ces projets afin de diversifier leurs investissements ou alors par conviction et par envie de financer des projets locaux en phase avec leurs valeurs ou tout simplement des projets qui leur tiennent à cœur. On parle aussi de financement participatif parce qu'il repose sur la participation d'un grand nombre de personnes, souvent avec des petites sommes, mais qui, mises bout à bout, permettent de financer des projets parfois très ambitieux. Et le montant total par porteur de projet et par an est limité à 5 millions d'euros. Pour les projets de nature commerciale, le financement participatif joue un rôle de complément ou d'alternative au circuit financier classique comme les banques. C'est donc une solution plutôt intéressante pour les porteurs de projets qui ont besoin de fonds mais qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas passer par les institutions traditionnelles ou bien qui veulent tout simplement compléter leur financement via des canaux différents. Cependant, il faut garder une chose en tête, un rendement élevé implique de facto un risque élevé. Autrement dit, plus le projet semble prometteur en termes de retour sur investissement, plus le risque de perte existe aussi, et à contrario, un risque élevé n'implique pas nécessairement un rendement élevé. C'est un principe de base dans le monde de la finance et il s'applique pleinement au financement participatif. Maintenant que le concept est un peu plus clair, nous allons voir les différentes formes que peut prendre le financement participatif. On distingue principalement 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est le don, c'est la forme la plus simple. Les contributeurs, dans ce cas, donnent de l'argent, parfois sans contrepartie, par pure envie de soutenir un projet comme une cause humanitaire ou un projet artistique, sportif. Et on retrouve ici donc les fameuses cagnottes en ligne.
par exemple pour financer un voyage, un mariage ou une association. Dans certains cas, le don peut être avec contrepartie symbolique, comme une carte de remerciement, un produit dérivé ou une invitation à un événement, mais il n'y a pas de recherche de profit de l'investisseur, ou en l'occurrence ici du donneur. La deuxième forme, c'est le prêt. Donc ici, le contributeur devient un prêteur et l'entreprise ou la personne financée doit rembourser le montant prêté avec ou sans intérêt. C'est un modèle de plus en plus populaire, notamment pour les entreprises et les entrepreneurs individuels qui cherchent des fonds rapidement sans passer par les banques ou encore une fois en complément. Et ce type de crowdfunding peut offrir des taux attractifs pour les prêteurs, mais encore une fois, il comporte un risque de non-remboursement si le projet échoue. Et troisièmement, c'est l'investissement en capital. Donc, c'est la forme la plus financière, entre guillemets, du financement participatif. L'investissement dans un projet commercial via des titres financiers, donc par exemple des actions ou des obligations. Dans le cadre de l'action, les investisseurs achètent une part du projet ou de l'entreprise et leur rémunération dépendra du succès du projet. Et dans le cas d'une obligation, les investisseurs investissent sur une part de la dette du porteur de projet et touchent des intérêts jusqu'à l'échéance fixée dans le contrat. Ce type de financement touche beaucoup plus d'investisseurs de manière générale. Le financement peut se faire directement par la société qui porte le projet ou alors via une holding spécialement créée à cet effet. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe un cadre réglementaire européen pour encadrer ces pratiques, hormis le don qui, lui, est soumis à un régime protecteur national. Donc, concrètement, il existe plusieurs types de plateformes selon la forme du financement. Pour les investissements en titres financiers comme les actions ou les obligations, les plateformes ont le statut de PSFP, c'est donc prestataire de services de financement participatif. Elles sont contrôlées par l'autorité des marchés financiers et doivent aussi apparaître sur le registre européen de l'ESMA, l'autorité européenne des marchés financiers. Pour les prêts rémunérés, donc avec intérêt, ce sont aussi des plateformes PSFP, mais cette fois, deux autorités sont concernées, l'AMF et la CPR, qui dépendent de la Banque de France. Et enfin, pour les dons et les prêts sans intérêt, les plateformes relèvent d'un autre statut, celui d'IFP, ou d'intermédiaire en financement participatif, et celles-ci doivent être enregistrées auprès de l'ORIAS. Sur le site de l'AMF apparaîtra prochainement une info qui est déjà présente sur le site de l'ESMA, qui précisera que nous travaillons pour que les PSFP agréés au niveau européen aient l'autorisation d'exercer sur le territoire français. Et l'objectif, c'est de garantir la sécurité des investisseurs et de s'assurer que les plateformes respectent les mêmes règles, quel que soit le pays où elles opèrent. Donc, ce cadre impose plus de transparence et une supervision claire des acteurs du secteur. Je laisse maintenant la parole à Pierre. Merci beaucoup Pierre-Louis pour cette présentation sommaire du régime PSFP et du financement participatif sous ses aspects conceptuels. Je vais d'abord commencer par aborder les obligations concrètes des PSFP au titre du règlement européen auquel ils sont soumis, plus précisément depuis maintenant plus de 3 ans. Donc, il faut avoir en tête, côté investisseur, que la plateforme est dans l'obligation de vous questionner en tant qu'investisseur pour évaluer, d'une part, votre compréhension des risques relatifs à un projet en particulier, votre capacité à subir des pertes. Comme tout investissement, le crowdfunding est un investissement risqué qui comporte des risques qui peuvent différer selon la nature du projet. On va également vous demander des connaissances et votre expérience en matière d'investissement avant d'investir. Ce sont des obligations à la charge de la plateforme, mais également quels sont vos objectifs. Est-ce que vous visez plus de prudence ou plus de rentabilité sur certains projets? C'est important de l'avoir en tête. La plateforme présente de multiples opportunités d'investissement et ça vous permettra ensuite d'avoir une idée plus claire de vers quel projet au sein d'une même plateforme vous souhaitez investir.
Pour parler plus spécifiquement du projet en question, la plateforme est dans l'obligation de vous fournir toutes les informations nécessaires sur le projet et ses caractéristiques via un document que l'on appelle la fiche d'information clé sur l'investissement. Son acronyme, c'est la FICI. Et vous la retrouverez à chaque fois qu'un projet de financement participatif est proposé sur une plateforme. Ce document va vous permettre d'obtenir des informations clés sur le projet, sur son secteur d'activité, mais également les facteurs de risque afférents à ce dernier. Le PSFP doit également vous informer des modalités techniques et juridiques de continuité d'activité dans deux situations. En cas de défaillance d'un porteur de projet, car il peut naturellement arriver dans des situations délicates qu'un porteur de projet soit dans une situation de défaillance et fasse l'objet d'une procédure collective. C'est la pire des issues pour un investisseur, mais c'est un cas à ne pas exclure. De la même manière, la plateforme doit également informer l'investisseur sur les modalités de continuation des services essentiels fournis aux investisseurs dans le cadre d'un plan de continuité d'activité, dans l'hypothèse de sa propre défaillance. C'est un cas extrêmement rare, mais la plateforme se doit vous informer sur ces sujets-là. Et enfin, je souhaiterais rappeler que la plateforme doit tenir sur son site Internet un registre permettant d'identifier les différentes sources de conflits d'intérêts qui peuvent avoir lieu dans le cadre de la commercialisation d'un projet. Le message clé, enfin, avant d'investir, c'est que vous disposez en tant qu'investisseur d'un droit de réflexion précontractuel de 4 jours, une fois que vous avez manifesté votre intention d'investir sur une offre de financement participatif. C'est un délai de rétractation, autrement dit. Je vais ensuite me pencher sur les particularités du crowdfunding immobilier. C'est un investissement très prisé par les particuliers, car comme vous le savez, investir dans l'immobilier nécessite, quand on le fait de manière directe via une agence immobilière ou de particulier à particulier, de mobiliser une partie conséquente de son épargne et d'avoir recours à un financement bancaire. Le crowdfunding offre une alternative et permet de s'exposer à ce sous-jacent à travers divers instruments. Ça peut être via des obligations ou via des actions d'une société qui va ensuite détenir le bien immobilier. Il y a plusieurs types de placements possibles, plusieurs horizons d'investissement et plusieurs niveaux de risque. C'est la raison pour laquelle c'est important de se renseigner sur les caractéristiques du projet et également son segment sur le marché de l'immobilier. Investir dans l'immobilier commercial n'a pas les mêmes conséquences que investir dans l'immobilier de bureau ou encore l'immobilier résidentiel. Après tout, c'est en fonction de vos préférences. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut avant tout se poser les bonnes questions. Est-ce que le projet est financé par d'autres types d'investisseurs? Y a-t-il des banques qui ont également contribué à financer ce projet? Quelles sont les garanties associées? C'est également important de l'identifier. Et comme je le disais plus tôt, vous pouvez retrouver ces informations dans la FICI, notamment si des sûretés sont mises en place, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des garanties en cas de défaut de ce projet immobilier. Il peut y avoir des cas dans lesquels, éventuellement, en cas d'échec du projet, les garanties vont servir à couvrir une partie des pertes. Et c'est important de se renseigner sur ces éventuelles garanties. Donc, de manière générale, interrogez-vous avant d'investir sur le mode de financement du projet. Est-ce que vous le comprenez? Quel est le sous-jacent? Via quel instrument vous investissez? Actions, obligations? Et enfin, quelles sont les perspectives du secteur dans lequel évolue le porteur de projet? Je vous remercie. Et je vais passer la main. Bonsoir à tous. Merci Pierre pour cet éclairage sur les obligations des PSFP à l'égard des investisseurs. Alors pour ma part, je vais vous parler des bons réflexes à adopter avant toute décision d'investissement sur les projets de financement participatif. Donc la première recommandation est de bien budgétiser vos finances avant de vous lancer dans le financement participatif. Il est vivement conseillé de mettre en place une épargne de précaution, ce qui signifie que vous devez avoir de l'argent de côté sur un livret d'épargne ou un autre produit liquide permettant, le cas échéant, de couvrir vos besoins immédiats, comme des dépenses imprévues. L'idée est de ne jamais investir l'argent dont vous pourriez avoir besoin à court terme, car le crowdfunding est souvent un investissement à moyen long terme. Ensuite, choisissez le bon intermédiaire.
il existe de nombreuses plateformes de crowdfunding, mais elles ne sont pas toutes réglementées de la même manière et de plus, certaines peuvent opérer de manière illégale. Donc à ce titre, l'AMF met régulièrement à jour sa liste noire. Donc avant d'investir, vérifiez, systématiquement les agréments et les autorisations, de la plateforme en fonction du type d'investissement proposé. Donc qu'il s'agisse de dons, de prêts, d'obligations ou d'actions, comme exposé par, Pierre-Louis précédemment. Donc il est essentiel de s'assurer que l'acteur dispose de l'agrément, statut, nécessaire. Un autre point essentiel à vérifier est, les frais associés à l'investissement. Certaines plateformes, peuvent prélever des frais à chaque investissement. Ils peuvent, enfin les plateformes peuvent également, avoir des frais d'entrée, même si c'est, relativement rare, ou encore des éventuels frais, lors de la revente des titres. Donc assurez-vous de bien comprendre la structure des frais pour éviter des mauvaises, surprises. Enfin, et c'est crucial, diversifier vos investissements. Donc le crowdfunding peut, naturellement permettre de, diversifier votre portefeuille, mais n'investissez pas tout votre capital dans un projet donné, dans, un secteur en particulier ou encore toute votre épargne dans le crowdfunding. Vous pouvez également, varier, les classes d'actifs comme par exemple, investir dans des actions ou, dans les, obligations. Donc, lorsque, vous choisissez un projet, il est impératif de bien le comprendre avant de vous engager. Donc, chaque projet proposé sur une plateforme de crowdfunding, comme l'a dit, Pierre, à juste titre, doit être accompagné d'une FICI, donc de la fiche d'informations clés sur l'investissement. Si vous investissez dans des titres financiers ou en prêts onéreux, cette fiche est votre outil principal. De plus, elle est, standardisée au niveau européen, facilitant ainsi la comparaison entre les projets proposés sur toutes les plateformes de crowdfunding. Et à ce titre, il est aussi bon de noter que ce document est pré-rédigé, par le porteur de projet et vérifié par la plateforme. Donc elle vous renseigne notamment, sur les caractéristiques du projet, les obligations de la plateforme, comme Pierre vous l'a exposé plus tôt, les obligations du porteur de projet, la nature de l'investissement, à son prêt, une action ou une obligation, les frais associés à l'opération. Donc assurez-vous que tout est clairement, détaillé. Les modalités de revente, des titres, si elles sont effectivement prévues, et comme indiqué précédemment, dans une grande majorité, des cas, vous devez garder en tête que vos titres, pendant une longue période, seront, considérés comme, illiquides et donc voilà, vous devez vous préparer à cette éventualité et aussi les risques qui sont liés à cet investissement et de plus, il est essentiel de se renseigner sur, les risques encourus si le porteur de projet ne rembourse pas ou, échoue dans son activité. Qu'est-ce qui est prévu dans ce cas de figure? De même, quels sont les risques encourus si la plateforme de financement participatif cesse son activité? Pierre, nous a exposé ce sujet un peu plus tôt. Donc ces informations, donc les informations relatives à la cessation d'activité de la plateforme ou l'éventuel défaut du porteur de projet ne se trouvent pas, dans la FICI, mais plutôt dans les CGU, donc les conditions générales d'utilisation de la plateforme, et ou les frais, qui sont affichés sur le site internet. Donc investir dans le crowdfunding, comporte des risques, spécifiques et donc il est crucial de bien comprendre avant de vous engager. On se répète, mais il est important de bien l'avoir en tête, et en effet, le financement participatif, est des fois comparé au capital risque, car l'investisseur, notamment via l'acquisition d'actions, participe au développement de jeunes entreprises. Mais dans les 2 cas, donc capital risque et investissement dans le financement participatif, les investisseurs prennent des parts dans l'entreprise avec l'espoir, d'avoir un rendement important malgré l'incertitude, inhérente à ce type d'investissement.
Donc voici quelques questions, à vous poser pour évaluer le risque, donc avant d'investir concrètement sur un projet. Donc par exemple, quel est le niveau de développement du projet? Est-ce que l'entreprise en est à ses débuts ou a-t-elle déjà prouvé sa capacité à générer des revenus? Le projet est-il intégralement financé? Par qui? Est-ce que d'autres investisseurs ou d'autres partenaires stratégiques ont déjà mis de l'argent, dans ce projet, type des établissements bancaires? L'activité a-t-elle déjà fait ses preuves? Quelles sont les perspectives du secteur d'activité? Par exemple, l'industrie, dans laquelle le projet évolue est-elle en croissance ou en déclin? Donc enfin, posez-vous cette question très importante, heu, qui est de dire: «Êtes-vous, fondamentalement prêt à perdre tout ou partie de votre capital investi?» Parce que le crowdfunding comporte un risque de perte en capital et parfois il peut être difficile de revendre vos titres si vous avez besoin de récupérer votre argent rapidement. Il faut donc être prêt à accepter cette illiquidité sur le long terme. Ayant maintenant investi, sur une plateforme, nous vous recommandons, de suivre votre investissement. Certaines plateformes peuvent vous donner de la visibilité quant à, l'état d'avancement, du produit sur lequel, vous avez investi. Nous vous invitons également à suivre et à consulter l'actualité, relative au secteur dans lequel opère la société financée. Et plus globalement, soyez, attentifs aux communications de l'AMF via son site internet et plus largement tous ses réseaux sociaux. Merci beaucoup, Andy. On a terminé pour cette partie présentation exposée. Véronique, je vais te laisser la parole pour une conclusion et on commence à regarder les différentes questions qui nous sont envoyées dans la partie dédiée sur l'outil. Donc surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions auxquelles on répondra juste après l'intervention de Véronique. Voilà. Alors, en fait, j'ai beaucoup apprécié le fait que tout le monde insiste bien sur le risque de ce type de produit. C'est-à-dire que le crowdfunding, initialement, en France, on le pratique depuis 2014. Donc, on a quand même une grande histoire, nous et les Pays-Bas, puisqu'on est en Europe, en fait, les 2 pays principaux, qui sommes très avancés sur, le crowdfunding. Et initialement, c'est vrai qu'on était plutôt sur des financements de dons, de financements de projets, donc quelque chose qui était historiquement plutôt, je finance une bonne cause. Et puis, on a basculé vers je finance des entreprises ou des projets d'entrepreneurs qui ont du mal à trouver, des fonds, ce qui s'appelait le love money en fait, hein. Et puis on bascule de plus en plus vers des financements qui sont des financements, de crowdfunding immobilier. Et donc là, on a quelques problèmes parce qu'en fait, là où l'idée initiale était, de financer, ces projets, de financer un entrepreneur qui avait du mal à se financer auprès des banques, bah, là, on bascule vers, peut-être à des moments certains promoteurs qui auraient du mal à se financer, à financer un projet. Donc ce qui est très important, c'est que derrière, vous restez prudent. Il n'est jamais urgent, de, prendre une décision. Alors bien sûr, vous avez une semaine pour, revenir sur une décision éventuelle, mais vous devez surtout prendre le temps de bien regarder et bien regarder, ce n'est pas que le projet. C'est-à-dire la plateforme sur laquelle vous intervenez, moi je vous invite à regarder sur la plateforme le mode de sélection des projets. Est-ce que derrière la plateforme retient 50 des projets ou est-ce qu'elle accepte 90 des projets qui lui sont proposés? Dans ces cas-là, il faut se méfier. Mieux vaut une plateforme ultra sélective qui va faire un tri dans les bons et les mauvais projets. Après le 2e élément, c'est quels sont le taux de défaillance des projets proposés. Donc c'est très important de regarder et ça, ce sont des éléments qui doivent être affichés par la plateforme et que vous, en tant qu'investisseur, vous ne devez pas hésiter à poser à la plateforme. Je sais qu'à des moments, on se trouve face à des sites internet où il n'y a pas forcément, de contact. N'hésitez pas à poser cette question avant, parce que c'est avant de passer au financement que vous devez le faire. Et puis on parle de diversification et effectivement, c'est important de comprendre que c'est un produit sur lequel il n'y a pas de marché secondaire. Vous aurez peut-être du mal, vous aurez de l'illiquidité du produit et du mal à si vous avez
un quelconque problème à revendre ce produit. Et donc, c'est très important vraiment d'être attentif. Une fois que vous avez vérifié la plateforme, d'être attentif sur le projet, sur la typologie de projet et sur le sérieux du projet. Est-ce que derrière, c'est un promoteur qui derrière commence à financer un projet mais qui n'a pas les autorisations, par exemple, qui n'a pas les autorisations de construction ou autre, et dans ce cas-là, vous êtes très en amont, donc très à risque, ou est-ce que c'est quelqu'un qui finalise en fait un projet, qui a déjà peut-être quelques banques ou quelques institutionnels qui sont montés au capital. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de prioritaire. Et puis, alors, un appel, on a beaucoup de sur les médiateurs, la médiatrice a alerté cette année sur le nombre de dossiers importants qui arrivaient en plainte sur le crowdfunding immobilier. Donc ça veut dire que crowdfunding immobilier, ça ne veut pas dire que ça va remplacer le fait d'acheter votre appartement. Il faut vraiment être sensible à ça. Il faut analyser le projet. On vous propose quoi? Dans quelle mesure? Qui est la personne qui est porteur du projet? Est-ce qu'il a déjà fait ses preuves? Est-ce que c'est un professionnel des marchés? Donc ça, c'est vraiment très important parce que c'est ce qui va déterminer que vous allez avoir après quelqu'un pour vous défendre ou pas. Et je disais que la médiation, en médiation, il y a beaucoup de dossiers sur le crowdfunding immobilier. Ça veut dire que j'attire aussi l'attention des investisseurs sur le fait de garder les documents commerciaux. Donc n'hésitez pas à imprimer les captures d'écran, à imprimer les documents commerciaux qu'on vous donne pour avoir, si jamais il y avait un problème, avoir ces éléments gardés. Et puis, bah, faisons confiance aux plateformes. Certaines font bien leur travail, mais de toute façon, vous devez toujours être apte à poser les questions avant d'investir. Et si on ne répond pas à vos questions, n'investissez pas. Il n'est jamais urgent de se jeter sur un projet. Donc, quelconque doute, eh ben, vous changez et vous allez voir un autre dossier. Voilà, c'est ce sur quoi je voulais vraiment insister, en se disant que, bien sûr, sur les plateformes, soyez vraiment très à l'aise pour leur demander quel est le taux de défaillance des projets. S'ils vous disent qu'ils ont 60 de taux de défaillance, bah, il faut faire attention parce que ça veut dire qu'ils sont peut-être pas assez sélectifs sur les dossiers. Voilà, c'est en ça que et je vous laisse, bah, répondre aux questions. Véronique, il y a peut-être des questions qui vont t'intéresser aussi. Alors, on a différents sujets qui arrivent. Je vais commencer. On a eu plusieurs questions sur comment accéder finalement à la liste des professionnels autorisés et aussi aux listes noires. Alors, sur le site de l'AMF, dans l'espace épargnant, et sur le site qui s'appelle AMF Protect Épargne, vous avez à la fois accès aux listes blanches des PSFP et aux listes noires de l'AMF. Donc, dans les listes blanches, vous allez retrouver les sociétés qui ont été autorisées par l'AMF à exercer en France, et vous allez aussi trouver un lien qui vous emmène sur le site de l'Autorité européenne des marchés financiers, l'ESMA, qui, elle, dresse la liste aussi des sociétés qui sont autorisées par un autre pays de l'Union européenne, mais à exercer en France. Et pour les listes noires, alors les listes noires, il faut savoir qu'elles ne sont jamais complètes, parce qu'en fait, des sites frauduleux, il y en a qui se créent tous les jours. Donc à ce jour, on vient de vérifier, on a 24 plateformes listées sur nos listes noires sur la thématique du financement participatif, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui ne seraient pas arrivés jusqu'à nos oreilles jusqu'ici. Je laisse mes collègues enchaîner sur une autre question. Oui, je voulais revenir sur une question relative à la fiscalité qui nous a été posée. C'est une question très intéressante. La question était la suivante. Il y a de plus en plus de plateformes en crowdfunding qui proposent des investissements hors de France, mais en Europe. Donc, il faut donc faire une démarche pour éviter une double fiscalité. La question était, est-ce qu'il s'agit d'une imposition par projet ou par intermédiaire? Donc, en pratique, la démarche pour éviter une double imposition, elle ne se fait pas par plateforme, mais par projet. Parce qu'en fait, c'est la localisation du porteur de projet qui va déterminer le pays où les revenus sont imposables. Donc concrètement, je donne un exemple, si vous investissez via une plateforme française dans un projet situé par exemple en Espagne ou en Italie, vous devrez vérifier si ces revenus ont été imposés localement et le cas échéant, demander un crédit d'impôt en France pour éviter une double taxation. Les plateformes
peuvent parfois accompagner les investisseurs avec des informations fiscales, mais la démarche reste naturellement individuelle, projet par projet. Enfin, nous avions également une deuxième question concernant le dispositif de PEA-PME, pardon. Un investisseur indique avoir entendu dire que certains projets de crowdfunding pouvaient être logés dans le PEA-PME. Est-ce vrai? Si oui, comment doit-on faire? Alors, je vous informe que oui, c'est possible, mais pas pour tous les projets. Seuls des investissements en actions dans des sociétés éligibles au dispositif PEA-PME peuvent être logés dans un PEA-PME. Donc, ça exclut des projets de prêt ou d'immobilier. Concrètement, si on a une société qui lève des fonds, elle doit remplir les critères pour être éligible au PEA-PME. Donc, généralement, moins de 5000 salariés, un chiffre d'affaires ou un total de bilan limité, avoir un siège dans l'Union européenne. Et la plateforme doit avoir mis en place un partenariat avec un teneur de compte pour permettre cette souscription via un PEA-PME. Donc, en conclusion, oui, c'est faisable, mais cela dépend à la fois du type de projet et de la plateforme, car toutes ne le proposent pas encore. Voilà. Je vais passer le micro à mes collègues pour la prise en charge d'autres questions. Merci. On a eu également une question sur la possibilité des mineurs d'investir en financement participatif. La réponse, elle est très simple. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas légal. Merci Pierre-Louis. Il y a aussi une question sur le taux qui est affiché sur les projets. Il y a souvent une décorrélation entre le taux affiché et le rendement réellement servi. Alors effectivement, il faut savoir que le taux qui est affiché par les plateformes est un taux brut. Donc voilà, qui prend pas en compte notamment les frais, les éventuels retards, les risques de non-remboursement. Et voilà, il faut garder en tête que le rendement n'est pas garanti et que dans tous les cas, en investissant, et on le rappelle encore une fois, en investissant sur les plateformes de crowdfunding, vous prenez le risque de tout perdre, ou du moins en partie, le capital investi. Il y avait une question, si je peux me permettre, sur BPI. Alors, la banque publique d'investissement fait pas du crowdfunding, hein. Ils ont sorti hier un fonds défense, mais ce sont des fonds. C'était des fonds au même titre que derrière, il y a une société de gestion qui gère le projet pour eux. Donc c'est pas du crowdfunding. Le crowdfunding, c'est vraiment, ça s'apparente à ce qu'on appelait dans le temps du love money. Alors un exemple très frappant, une société qui a commencé à faire du love money comme ça, c'est en 1902, la société Air Liquide ne trouvait pas de financement. Le créateur du projet ne trouvait personne pour le financer. Il a fait appel à 34 investisseurs individuels autour de lui, et derrière, il a monté sa société. Et ça, c'était du crowdfunding. Et après, enfin, il s'est introduit en bourse et donc c'est devenu la belle histoire que c'est, avec Air Liquide. Mais en l'occurrence, le crowdfunding, c'est vraiment quand vous cherchez autour de vous un financement qui est alternatif. C'est pas une société de gestion, et où il faut faire attention, c'est que ça peut être des projets qui cherchent auprès des banques ou des institutionnels et qui n'ont pas trouvé auprès de ce type de population. Alors aussi parce que ça peut être des projets qui sont assis sur de la recherche et développement ou sur de la santé. On peut avoir, des sociétés qui sont en recherche santé. D'ailleurs, c'est une partie des projets qui sont suivis en Europe, des projets qui sont dans la tech ou, effectivement dans la recherche, qui sont financés par ce biais-là, parce que ça peut aussi avoir un caractère sociétal que d'accompagner, certaines sociétés dans ce biais-là. Merci Véronique. Je regarde les questions qui nous arrivent au fur et à mesure. Alors, il y en a une qui est un petit peu hors sujet, qui nous demande si
L'AMF encadre aussi les activités d'investissement en bitcoin, alors plus généralement en crypto-monnaie ou crypto-actifs. Effectivement, il y a aussi un règlement européen qui est entré en vigueur il y a quelques mois. Donc, l'AMF autorise des plateformes qui proposent des services d'investissement sur crypto-actifs en France. Et si le sujet vous intéresse, je note la thématique pour un prochain webinaire. Je me retourne vers mes collègues. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sur les frais, peut-être, en fait, Ouais. il y avait une question sur les plateformes sont-elles obligées de détailler sur les frais liés à une opération? L'un d'entre vous veut peut-être C'est ça. donner l'explication. Voilà, donc la question c'était, les plateformes sont-elles obligées de détailler tous les frais liés à une opération? Donc oui, tout à fait. Les plateformes sont tenues par la réglementation européenne de présenter clairement tous les frais liés à une opération, que ce soit ceux facturés à l'investisseur ou au porteur de projet. Et ces frais doivent être indiqués avant l'investissement de façon transparente et compréhensible, afin que chacun sache exactement ce qu'il paie et à qui. Nous avons aussi une question sur l'AFICI. Doit-on se fier intégralement à l'AFICI, les taux, le montant des frais qui figurent? Donc, alors effectivement, l'AFICI, comme je l'ai dit en présentation, c'est votre outil principal. C'est-à-dire que, elle est d'abord, établie par le porteur de projet et vérifiée par, la plateforme elle-même. Donc effectivement, c'est, la documentation qui va vous permettre d'investir sereinement et de prendre connaissance des contours, du projet, dans lequel vous allez investir. Et juste une petite précision sur les plateformes. Certes, vous avez des plateformes qui sont étrangères. Alors, généralement, les porteurs de enfin, les pas les porteurs, mais les gens qui investissent dans le crowdfunding le font au niveau domestique. C'est-à-dire sur des projets qui sont dans le pays, hein. C'est en France, c'est majoritairement ce qui est fait. En fait, si vous allez, sur une plateforme qui a un agrément à l'étranger, qui bénéficie, par exemple, du passeport européen, vous avez eu un problème, c'est-à-dire que si jamais ce n'est pas l'AMF le référent sur, de cette plateforme, beh, si c'est à Chypre ou à Malte, bah, vous devrez parler anglais aux gendarmes chypriotes ou maltais, ce qui n'est pas forcément une force, française que de parler très bien anglais et donc moi je vous invite plutôt à mettre ça comme outil de sélection de la plateforme, c'est-à-dire que l'agrément soit, en France au niveau même s'il y a une organisation générale au niveau de l'ESMA pour les agréments. Mais je vous incite à suivre effectivement sur les listes blanches et à aller plutôt sur, les plateformes qui respectent la réglementation, qui vont vous parler en français et qui vont répondre à vos attentes. C'est très important et si vous avez un doute, il y a un numéro de téléphone que vous pouvez aussi contacter au niveau de l'AMF pour poser vos questions. Donc n'hésitez pas, c'est avant d'investir qu'on le fait, pas après et si quelqu'un vous presse pour investir, non, vous n'êtes pas pressé. Vous allez d'abord vérifier auprès de l'AMF et après seulement vous vous posez la question d'investir. Merci Véronique. Je te rattrape une question comme tu as abordé un petit peu le sujet il y a quelques minutes. Quelle différence entre le crowdfunding et le private equity? Alors, sur le crowdfunding, on est sur ce que j'appelais du love money, c'est-à-dire un porteur de projet qui peut avoir des difficultés, par exemple, à trouver du financement ou pas forcément des difficultés, mais dont le projet est trop petit pour intéresser des institutionnels. Donc c'est en private equity, vous allez avoir, un porteur de projet qui va être un créateur d'entreprise et qui derrière va avoir un projet et selon la taille du projet, il va pouvoir aller voir des institutionnels ou pas. Un exemple tout simple, la boulangerie au coin de la rue qui veut augmenter sa taille, parce que c'était initialement des projets aussi solidaires comme ça qui étaient du crowdfunding, elle va pas aller demander un institutionnel ou aller voir un Tikehau Capital ou un Eurazeo pour se financer. Alors qu'elle va totalement aller vers, les gens de son quartier en lançant un projet de crowdfunding, régional en disant, bah, peut-être qu'ils vont accompagner le projet. Voilà, il y a une différence sur la taille. Le private equity, c'est l'investissement dans des sociétés non cotées
mais on est sur des choses qui sont proposées par des sociétés de gestion via, les canaux de sociétés de gestion qui, à des moments, pour certaines, vont investir dans le projet. Des sociétés comme Tikeo, comme Eurazeo vont avoir un investissement dans le projet et vont proposer, par exemple, des parts de private equity au grand public. Mais là, sur le crowdfunding, on est l'élément un petit peu en dessous. On est sur du porteur de projet qui va pas avoir besoin de 2 millions d'euros. Il va peut-être rechercher 50 000 €, 10 000 €. Souvent, le crowdfunding, c'est beaucoup de gens qui financent des petites sommes et on est sur des financements de 500 €, de 100 €, de 200 €. Alors, une chose importante, c'est que souvent les gens minorent le risque parce que la somme est mineure et il est arrivé que des particuliers me disent: «Oui, mais je n'ai investi que 100 €, donc c'est pas grave, j'ai pas regardé si c'était, très sérieux ou autre». Bah non, mais en fait, il faut avoir la même rigueur de vérifier le sérieux de la plateforme et du projet, qu'on investisse 100 € ou qu'on investisse 5 000. Donc ça, c'est une rigueur à avoir, même si les sommes dont on parle sont plus basses. Parce que un projet qui tombe à l'eau, qui est défaillant, bah, si vous avez, 10 personnes qui ont mis chacune, 10 000 €, bah, vous vous doutez bien qu'elles vont aller voir, un avocat pour se défendre. Si vous avez, 1 500 personnes qui ont mis chacune, 200 €, bah, elles n'iront peut-être pas voir un avocat et du coup, elles seront peut-être flouées et avec personne pour les défendre. Donc c'est très important d'être vraiment très rigoureux dans la sélection, de ce qu'on choisit comme projet. Oui, vous voulez peut-être rajouter des choses sur le private equity, hein, Oui, merci beaucoup Véronique pour votre intervention. Je voulais simplement ajouter un complément pour bien illustrer cette différence entre le crowdfunding et le private equity. En fait, cette différence, elle tient essentiellement au mode d'accès et à la taille de l'investissement. Le crowdfunding, c'est souvent des petits montants pour financer directement un projet via une plateforme en ligne. Sur le private equity, on est généralement voilà, avec des investisseurs professionnels ou parfois fortunés qui investissent des montants beaucoup plus importants dans des entreprises non cotées, souvent via des fonds spécialisés. Ce qu'on observe, et je voulais ajouter cela pour nuancer mon propos, c'est que de plus en plus de plateformes de financement participatif ont envie de s'inscrire sur un segment de marché visant à permettre, en se constituant via des véhicules d'investissement, permettre un investissement sur des sociétés qui sont des opportunités d'investissement qui peuvent être le plus souvent rattachées à ce qu'on appelle l'univers du private equity. Certaines plateformes essayent, en tout cas, ont cette vocation d'apporter, en tout cas, l'envie de démocratiser, beaucoup plus démocratiser l'univers du private equity aux investisseurs. Donc pour résumer, en fait, le crowdfunding, on peut dire qu'il est accessible à tous et en ligne, mais le private equity, aujourd'hui, même si, comme je le disais, cette frontière est de plus en plus poreuse avec certaines plateformes, le private equity, il est réservé aux investisseurs avertis et à plus grande échelle, avec des gros montants d'investissement traditionnellement. Merci. Merci. Après, l'illustration simple, hein, c'est vous avez hier BPI qui sort le fonds défense. L'idée étant de soutenir les entreprises, ça c'est du private equity, soutenir les entreprises françaises dont on va avoir besoin pour financer la défense de notre pays. Et puis à l'inverse, bah, vous pouvez avoir en fait un créateur de projet qui veut lancer sa boîte. Voilà, et lui, il n'a pas besoin de 5 millions d'euros, il a besoin de 10 000 € pour commencer et il n'a pas trouvé les banques parce qu'on n'est pas forcément dans un pays où on prête aux porteurs de projets. Et bah, du coup, il va aller en private equity pour trouver et quand il grandira, peut-être qu'il ira voir des institutionnels pour monter au capital et augmenter la taille de sa société, mais une fois qu'il aura déjà fait, par exemple, du chiffre. Et puis après, ben, après des tours de table, il ira peut-être en bourse, il fera peut-être une intro en bourse. Voilà, donc ça, c'est les différents cheminements. Merci à tous les deux. Je vois que le temps est écoulé. On est arrivé au bout des 45 minutes qu'on s'était données. Donc, je vous remercie tous pour votre présence. Je remercie tous nos intervenants
pour la qualité de leurs interventions. Comme je le disais au début du webinaire, vous allez recevoir un email avec un lien vers le replay pour réécouter nos propos et on vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain webinaire. Merci à tous.